Vous avez pu constater, ceux qui ont cherché les exercices, qu'ils étaient effectivement beaucoup plus faciles que dans les dernières séances de TD. C'est bien normal, puisque là, on va mélanger plusieurs chapitres et il est question de prendre la main sur les définitions du chapitre sur les matrices et les applications linéaires. Et j'ai plutôt privilégié les différents espaces vectoriels sur lesquels on allait se placer, plutôt que la difficulté des exercices. Mais là, encore une fois, ça viendra. Alors, par exemple, l'exercice numéro 1 est une illustration de ce que je viens de dire. On vous donne la matrice associée à l'application linéaire de A dans la base canonique, on vous demande d'écrire cette matrice. Alors, cet exercice pose plusieurs questions. Déjà, la première question, c'est l'application A est-elle linéaire? Eh bien, en fait, la linéarité de cette application est liée à la question que je viens de poser. Si on est capable d'associer une matrice à cette application deviendra donc tout naturellement l'application linéaire canoniquement associée à la matrice qu'on va situer. Donc, en fait, les deux questions sont liées. Alors, pour déterminer la matrice de cette application, il faut déterminer l'image des vecteurs de la base canonique de R3 par l'application A. Donc, ces images-là, on peut les calculer, indépendamment d'ailleurs de savoir du fait que A est linéaire ou non, puisque l'application A est entièrement déterminée. Pour savoir de quoi on parle, la base canonique de R3, c'est respectivement le vecteur 1, 0, 0. Quand je cherche son image par l'application, je remplace x par 1, y et z par 0, 0. On va récupérer donc 1, 1, 1. Puis on calcule l'image du deuxième vecteur de la base canonique, cette fois-ci en remplaçant y par 1 et les deux autres par 0. Et enfin, le dernier vecteur de la base canonique, que l'on obtient en remplaçant z par 1, les autres par 0. Il s'agit maintenant de décomposer ces trois triplets-là dans la base canonique. Mais la base canonique de R3, elle s'appelle comme ça, parce que les composantes de ce triplet sont en fait les coordonnées de notre triplet dans la base canonique. Donc on va récupérer les décompositions associées. Moralité, si j'écris la matrice A de mon application linéaire dans la base canonique, je respecte le code qu'on utilise dans ces circonstances. On écrit en colonne les images des vecteurs de la base canonique et on écrit ici les vecteurs dans la base dans laquelle on va les décomposer. Ici, on dit qu'on travaille dans la base canonique de R3, ce qui signifie qu'on va mettre la même base au départ et à l'arrivée. Donc la matrice va être donc la matrice que j'obtiens en indiquant ici les coordonnées des images des vecteurs de base dans la base dans laquelle je veux le décomposer. Donc voilà l'application linéaire et la matrice qui lui est canoniquement associée. Donc j'aurais très bien pu dire, pour rédiger cet exercice, A est l'endomorphisme de R3, l'endomorphisme de R3, pour qu'on voit bien les liens, canoniquement associé à la matrice A. Donc j'ai pas à vérifier que cette application linéaire, je peux dire que cette application-là est l'endomorphisme de R3 canoniquement associé à cette matrice. Donc la connaissance de l'application linéaire donne la connaissance de la matrice donne la connaissance de l'application linéaire. D'ailleurs, si on utilise d'autres notations, c'est-à-dire si on fait ce qu'on a fait en cours, l'identification entre R3 et les matrices de M3 et de R, on observe que cette application, c'est l'application qui au triplet XYZ associe A de XYZ. La seule différence ici, c'est que XYZ est écrit en colonne. Si vous multipliez la matrice A par le vecteur colonne XYZ, vous allez retrouver les coordonnées de l'image de ce vecteur par l'application A. Première ligne multipliée par première colonne, on récupère la première composante ici.
la deuxième composante, et enfin la troisième composante. Donc on voit bien les liens qui existent entre l'application et sa matrice. Alors on nous demande ensuite de déterminer une base du noyau de A ainsi qu'une base de l'image de A. On va commencer peut-être par une base du noyau puisqu'on a l'expression des vecteurs de l'image. Donc je vais me prendre un triplet x, y, z appartenant à R3 et je vais regarder à quelles conditions il est dans le noyau de A. Donc le triplet x, y, z, à quelles conditions est-il dans le noyau de A? Ce triplet est dans le noyau de A si et seulement si son image par l'application A est nulle. Donc son image est nulle si et seulement si les trois coordonnées sont nulles. On va récupérer donc un système de trois équations à trois inconnus. Ce système, on va le résoudre pas n'importe comment, en appliquant la méthode de Gauss, qui va nous donner probablement les solutions en quelques étapes. Donc je vais choisir la première équation comme pivot, puisque le coefficient de l'inconnu ici est bon. Je vais remplacer la deuxième équation par la deuxième équation moins la première, la troisième équation moins la troisième équation moins la première, afin d'échelonner le système. On va récupérer, donc quand on retranche à cette équation, l'équation qui est ici, on va récupérer moins 2y est égal à 0. Et quand on retranche les deux points là, on va récupérer moins y plus z est égal à 0. Alors on voit que là, on peut court-circuiter légèrement Gauss. Pourquoi? Parce que la deuxième équation nous donne que y est égal à 0. Chemin faisant, on obtient donc que z est égal à 0 puisqu'y est nul. Et enfin que x est égal à 0. On récupère donc que le noyau de l'application petit a se limite au vecteur nul de E. Quand on nous demande une base du noyau, on peut dire que c'est l'ensemble vide, puisque la base ne doit pas contenir de vecteurs, donc c'est le seul cas où la base est l'ensemble vide. Et ça nous permet de dire que l'application A est une application injective. En réalité, comme cette application est injective, je suis dans le cadre d'application des théorèmes de la dimension finie. Je peux donc dire quoi? Comme le noyau est de dimension 0, l'image est de dimension 3, l'image est incluse dans R3 et de dimension 3, elle va donc remplir R3. On retrouve le théorème de caractérisation des automorphismes en dimension finie. Donc comme la dimension de R3 est égale à 3 est finie, c'est un entier naturel, et comme A est un endomorphisme de R3, et comme A est injective, on a les trois hypothèses nécessaires pour dire que A est également bijective, donc A est un automorphisme de R3. Et ça me permet de dire que l'image de A, c'est R3, et donc si vous voulez une base de l'image, il suffit de prendre n'importe quelle base de R3 sera une base de l'image. Donc par exemple, la base canonique de R3 sera une base de l'image. Donc voilà pour notre exercice. On a vraiment posé tout doucement. On a vu vraiment tout le vocabulaire qui était associé et la manière de travailler. Pour l'exercice numéro 3, où il est question de déterminer les matrices des applications linéaires données dans les bases indiquées. Alors déjà, on va prouver que ces applications sont linéaires. Alors on va évidemment utiliser les applications linéaires canoniquement associées quand on le peut, c'est-à-dire quand on travaille sur des sous-espaces vectoriels, enfin sur des espaces vectoriels du type KP. Ici, ce n'est pas le cas. Donc on va déjà montrer la linéarité. Pour ça, je vais me fixer deux scalaires alpha, bêta appartenant à R. Je me fixe deux polynômes P et Q appartenant à l'espace vectoriel de départ. Et on va regarder si cette application est linéaire. Pour ça, on calcule A de alpha P plus bêta Q, donc l'image d'une combinaison linéaire. Et bien ceci, c'est le polynôme composé avec le polynôme x plus 1. Les opérations sur les polynômes permettent de dire que cette expression se simplifie de cette manière. Ce qui nous permet de récupérer alpha A de P plus bêta
A de Q. Bon, A ici, pas exprimé très clairement. Voilà, c'est mieux comme ça. Moralité, l'application A est une application qui est linéaire. Alors, il me manque encore une information pour dire que c'est un endomorphisme de R2. Et là, on va faire d'une pierre deux coups. Pour démontrer que c'est un endomorphisme de R2, maintenant que je sais que mon application A est linéaire, je vous rappelle qu'une application linéaire, son image, est égale à l'espace vectoriel engendré par A1, AX, AX carré, c'est-à-dire par l'image d'une base de l'espace vectoriel de départ. Donc là, plutôt que de ferrailler avec les degrés, je vais calculer l'image de ma base. Donc là, c'est le polynôme 1 composé avec x plus 1. Je remplace partout où il y a grand X dans le polynôme 1, grand X par x plus 1. C'est fait. On calcule A de grand X. Donc c'est le polynôme x composé avec x plus 1. Là, je remplace partout où j'ai grand X, x par x plus 1. C'est fait. Et A de x carré. Je remplace partout x par x plus 1. J'obtiens x plus 1 au carré, qui est donc égal à x carré plus 2x plus 1. Moralité, quelle est la matrice dans la base canonique que je vais appeler C de A? L'énoncé l'a appelé B. Et bien moi je l'appelle C. Hop. Donc c'est la matrice suivante. J'écris les images des vecteurs de base. J'écris la base dans laquelle ils se décomposent. On obtient 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 1. Vous avez vu que vous récupérez une matrice triangulaire supérieure. Le fait qu'une matrice dont les polynômes est triangulaire supérieur va symboliser une propriété intéressante. Vous voyez laquelle? Vous voyez pas? La conservation des degrés. On récupère que le degré de A de P est inférieur ou égal au degré de P. On voit même que si les coefficients diagonaux sont non nuls, on aura même probablement l'égalité du degré. Mais en tout cas, on lit comme ça sur la matrice cette histoire concernant les degrés. Alors on peut bien voir que, comme la matrice est ici clairement bijective, puisque c'est une matrice de rang 3, on peut même clairement dire que l'application A est un automorphisme de R2 de X. Vous avez vu? Tout ça parce que la matrice qu'on récupère, la matrice A qu'on récupère, est une matrice bijective. Inversible, pardon. L'inversibilité de la matrice se traduit par l'inversibilité de l'application linéaire. Donc on voit que on peut lire directement sur la matrice des propriétés, donc sur les coordonnées, on lit des propriétés sur les coordonnées qui nous donnent des propriétés géométriques. Donc là, on commence à mieux faire sur des petits exemples simples comme ça, le lien entre propriétés géométriques et propriétés purement sur les coordonnées. Donc vous avez pu constater que l'application petit b, c'était l'application petit a de l'exercice numéro 1. Donc la matrice, on la connaît déjà, on l'a déjà calculée dans l'exercice précédent. Passons à l'application petit c. Alors, je vais tout de suite dire C et... Alors attention, on ne parle pas d'endomorphisme là, puisque ce n'est pas les mêmes espaces vectoriels au départ et à l'arrivée. Mais je vais dire c'est l'application linéaire canoniquement associée. Donc là, je vais démontrer en calculant la matrice que c'est aussi une application linéaire. Donc canoniquement associée à la matrice, que je vais appeler grand C, c'est majuscule. Donc grand C, c'est la matrice donc, de petit c dans la base B3 canonique de R3, B4 canonique de R4. Donc je vais calculer simplement l'image des vecteurs de base. Donc on y va. L'image du premier vecteur, c'est le vecteur de coordonnées 1, 0, 0, que j'obtiens en remplaçant x par 1, y et z par 0. Donc on obtient un vecteur qui a 4 composantes. Puis a de 0, 1, 0, on obtient un vecteur qui a toujours 4 composantes. Et enfin, a de 0, 0, 1, c'est aussi un vecteur qui a 4 composantes. Donc là, vous récupérez les différentes coordonnées qu'on va placer en colonne. L'image du premier vecteur de base qui est a de E1,
qu'on va exprimer dans epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4, base canonique de R4. Et là, c'est l'image de la base canonique de R3. On va récupérer 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, moins 2, moins 3. Voilà la matrice de l'application C dans les bases canoniques de R3 et de R4. Et on peut totalement dire que cette application-là est une application linéaire. C'est l'application linéaire canoniquement associée à cette matrice. Donc évidemment, ça va dans les deux sens. Pour l'application V, on va raisonner de même. On va dire que c'est l'application linéaire canoniquement associée à quelle matrice? Donc c'est une matrice de taille, une ligne, 4 colonnes, puisque l'espace vectoriel est de dimension 4, 4 colonnes. L'espace vectoriel est arrivé de dimension 1, une colonne. La base canonique de R, c'est la base 1. Et on va regarder l'image des vecteurs de la base canonique de R4, que je vais appeler E1, E2, E3, E4. D de E1, c'est l'image du vecteur 1 puis que des 0. On va récupérer 1. L'image du vecteur 1, 0, 1 puis que des 0, on va récupérer 2. Donc 2 fois 1. Donc la composante ici, c'est 2. Puis ensuite, on voit tout de suite que l'autre composante, ça sera moins 1. Et enfin, la dernière composante 4. Donc en fait, on s'aperçoit que D est une forme linéaire. Et on peut d'ailleurs voir que toute forme linéaire de R4 est de cette forme-là, puisque toute forme linéaire de R4 a une expression de ce type-là, puisque toute forme linéaire de R4 admet une matrice qui possède 4 composantes. Donc on s'aperçoit que les formes linéaires de R4, elles s'écrivent comment? Les formes linéaires de R4, ce sont les applications qui a 4 composantes associées à x plus by plus cz plus dt. Vous voyez que les matrices, l'écriture matricielle et le passage matrice-application linéaire permettent de dire les applications linéaires de R4 dans R, eh bien, comme leurs matrices sont de la forme matrice avec une ligne et 4 colonnes ABCD, eh bien, leur expression, ça sera des expressions de la forme AX plus BY plus CZ plus DT. C'est vraiment, vraiment, vraiment un outil merveilleux de passer des applications linéaires aux matrices et des matrices aux applications linéaires. L'exercice numéro 6 étudie une application qui est définie sur l'ensemble des nombres complexes à valeur dans l'ensemble des nombres complexes. Donc étudie une telle application. Et ce qu'on veut, c'est étudier la nature géométrique de cette application à travers sa matrice, déjà dans la base canonique probablement, et ensuite dans une autre base où elle sera diagonale et où sa représentation sera a priori fort simple. Alors commençons. Dans cet exercice, on nous demande de démontrer que l'application f est un endomorphisme de C. Alors, une chose est sûre, c'est que l'application f est bien linéaire. Montrons-le rapidement. On se donne des scalaires. Alors ici, les scalaires sont dans R, puisqu'on vous dit qu'on voit cet espace vectoriel C comme un R espace vectoriel. On se donne deux nombres complexes Z1, Z2, et on doit calculer f de alpha Z1 plus bêta Z2 pour démontrer que mon application f est linéaire. Ça c'est un simple calcul dans les complexes, puisqu'on récupère le nombre complexe i multiplié par alpha Z1 plus bêta Z2, plus 1 moins i multiplié par le nombre complexe conjugué. Alors je vais justement faire passer les propriétés de la conjugaison. On sait que la conjugaison, ça passe dans les produits et dans les sommes. Et comme le conjugué de alpha, c'est alpha, et le conjugué de bêta, c'est bêta, puisque alpha et bêta sont des réels, on récupère cette expression-là. On n'a plus qu'à regrouper ce qui dépend de alpha. Alpha va être facteur de iz1 plus 1 moins i conjugué de z1. Et bêta va être facteur, lui, de iz2 plus 1 moins i conjugué de z2. On récupère alpha f de z1 plus bêta f de z2. On récupère donc bien que l'application f est une application linéaire. Alors le fait que c'est un endomorphisme de C ici ne présente pas de difficulté, parce que ce nombre-là est effectivement un nombre complexe. Donc on peut directement dire que f de C est inclus dans C. Donc, a priori, f est un endomorphisme de C. Alors je vais aller même un petit peu plus loin.
on me demande de montrer qu'il existe une base dans laquelle la matrice a cette tête-là, moi, la première chose que je vais faire, c'est que je vais regarder la matrice dans la base canonique de C. Elle a quelle tête, cette matrice? Donc pour ça, je vais calculer l'image de 1 et l'image de I, les deux vecteurs de la base canonique de C, vus comme un R espace vectoriel. Donc ici, la base dans laquelle je me place, c'est la base légitime de C, la base naturelle de C, la base dans laquelle on exprime les nombres complexes quand ils sont écrits sous forme algébrique. Donc quand je cherche l'image de 1, je vais récupérer ici I plus 1 moins I. On va donc récupérer que f de 1 est égal à 1. Tiens, le vecteur 1, le nombre complexe 1, on vient de démontrer qu'il est invariant par f. Quand on cherche l'image de I, donc on va récupérer I carré plus 1 moins I multiplié par le conjugué de I c'est moins I. Donc on va récupérer moins 1, moins I plus I carré, c'est-à-dire moins 1. Donc on va récupérer moins 2, moins I. Donc on peut en déduire que la matrice que je vais appeler A, la matrice A dans la base canonique de l'application F, c'est la matrice suivante. Donc je calcule f de 1, f de I dans la base 1, I. On va donc récupérer 1, 0 pour les coordonnées du premier vecteur, et pour les deuxièmes, on va récupérer moins 2, moins 1. Alors, on voit que la base canonique ne convient pas à notre problème, puisque ici, l'objectif, c'est d'arriver à une matrice diagonale. Or, ici, on n'obtient pas, a priori, une matrice diagonale. Alors, ça paraît pas très compliqué de trouver une base qui conviendrait à notre problème. On voit déjà que le premier vecteur ici, de ça, alors, si on pose le problème, hein, je dois faire les choses le plus simplement possible. Donc, posons le problème. Ça veut dire quoi? Trouver une base dans laquelle la matrice a cette tête-là. Alors déjà, vous voyez que l'objectif, c'est de trouver une base. Donc l'objectif, les inconnus ici de notre problème, ce sont les vecteurs d'une base. Donc je vais appeler ces vecteurs, alors comme c'est des nombres complexes, je vais les appeler Z1, Z2. Donc je vais noter Z1, Z2 appartenant à C, donc deux nombres complexes, deux vecteurs de l'espace E, tels que eh bien, la matrice de F dans cette base, ce soit ça. Donc, si on pose le problème, si on met le problème en équation, nous, ce qu'on cherche, c'est des nombres complexes. Alors ici, c'est F. C'est des nombres complexes Z1 et Z2, tels que f de Z1 admet comme coordonnée 0,1 dans cette base-là, et f de Z2 admet comme coordonnée 0,-1 dans cette base-là. Donc en fait, ce qu'on cherche, une fois qu'on a mis le problème en équation, on cherche Z1 appartenant à C et Z2 appartenant à C, tel que f de Z1 soit égal à Z1 et f de Z2 soit égal à moins Z2. Voilà ce que l'on cherche. Donc on cherche deux vecteurs, deux nombres complexes qui vérifient ça, de sorte que ces deux vecteurs forment une base. Alors pour Z1, on en a déjà un qui fait l'affaire, puisqu'on a déjà que f de 1 est égal à 1. Donc a priori, pour Z1, on peut très bien poser ce vecteur-là. Maintenant, pour l'autre vecteur, pour trouver l'autre vecteur, il suffit de résoudre une équation. Il suffit de résoudre l'équation f de z est égal à z. Allez, on va résoudre cette équation. Cette équation-là, elle est donc équivalente à iz plus 1 moins i conjugué de z est égal à z. Moins z plutôt, puisque c'est moins z ici, pardon. C'est égal à moins z. Bon, alors là, comme il y a l'application, enfin le nombre complexe z et son conjugué qui apparaît, bon, ça paraît pas idiot de décomposer ça sous forme algébrique. Donc je vais écrire z est égal à a plus ib, où a et b sont respectivement les parties réelles et imaginaires. Donc ce sont des nombres réels. Là, le conjugué, c'est a moins ib, va être égal à moins z, donc moins a moins ib. Et on va regrouper les parties réelles et les parties imaginaires. Donc quand je développe ici, je vais récupérer ai moins b, plus a moins ib, moins ai moins b est égal à moins a moins ib. On sait que deux nombres complexes sont égaux si et seulement s'ils ont les mêmes parties réelles et imaginaires. Donc je vais pouvoir identifier les parties réelles. Donc là, en partie réelle, je vais récupérer que
A moins 2B va être égal à A moins A, d'une part, et d'autre part, pour les parties imaginaires, A moins B moins A, donc je vais récupérer A moins A moins B est égal à moins B. Donc ça va me donner ici tout naturellement que moins 2A moins 2B est égal à 0, donc A plus B est égal à 0. Et ici, on récupère comme relation 0 égale 0. Donc il n'y a pas de condition sur les parties imaginaires. Donc a priori, les nombres complexes que je recherche, ils s'écrivent sous la forme A plus IB avec A et B dans R, et vérifient la condition A est égal à moins B. Donc pour obtenir un vecteur non nul qui vérifie cette condition, ben, je vais prendre par exemple le vecteur 1 moins I. Je sais que le vecteur 1 moins I vérifie cette condition-là. Moralité, on vient de trouver deux vecteurs qui vérifient ces équations-là. Ces vecteurs-là, je peux attester qu'ils ne sont pas proportionnels, donc ils forment une famille libre. Ils forment une famille libre dans un espace vectoriel de dimension 2. Donc je viens de trouver une base de C. Or, si je prends ces vecteurs de base pour C, j'obtiens que f de z1 est égal à z1, donc voilà la décomposition, et f de z2 est égal à moins z2 puisqu'il vérifie cette équation, donc voilà la décomposition. Donc on vient de démontrer que la matrice de f dans la base qu'on vient de trouver ici, dans la base qu'on a identifiée comme étant B, eh bien c'est cette matrice-là. Donc là, on a trouvé une base dans laquelle la matrice elle est particulièrement simple, puisque cette matrice elle est diagonale. Alors maintenant, utilisons un calcul sur les coordonnées. Là on va justement utiliser les informations matricielles. À cette application linéaire, on a associé sa matrice dans une base donnée. Donc là, on est passé d'un problème géométrique à un problème sur des coordonnées, sur une base. Et on va essayer d'analyser ce qu'on peut dire sur cette matrice-là pour avancer sur la connaissance de l'application F. Alors, plusieurs choses. La matrice B est manifestement une matrice qui est inversible. Ça va immédiatement traduire le fait que l'application F est une application définie, enfin un endomorphisme de C bijectif, c'est donc un automorphisme de C. Donc là, on vient déjà de voir que cette application F, elle est non seulement linéaire, mais elle est bijective. Il est assez trivial de voir que la matrice B carré, c'est l'identité. Effectivement, cette matrice, elle est diagonale, donc son carré, c'est juste le carré des éléments diagonaux. Ça me permet de dire quoi? Ça me permet de dire que f rond f est égal à l'application identité de C. Mais ça, c'est une propriété caractéristique des symétries vectorielles. Donc là, vous avez vu que les propriétés simplement sur les coordonnées m'ont permis d'obtenir une propriété géométrique. F est une symétrie vectorielle. Alors quand on parle de symétrie vectorielle, vous connaissez la chanson. Il faut décomposer C en le noyau de F moins identité et le noyau de F plus identité. On sait que l'ensemble des nombres complexes se décompose selon les vecteurs invariants et les vecteurs anti-invariants. Mais si vous regardez bien, c'est exactement la bonne base dans laquelle on travaille, puisqu'on vient de démontrer que l'ensemble des vecteurs invariants, il est probablement dirigé par le vecteur Z1, et l'ensemble des vecteurs anti-invariants, il est dirigé par le vecteur Z2. Effectivement, on sait que ces deux sous-espaces vectoriels, ils sont supplémentaires. Comme la somme de leurs dimensions fait 2, puisque c'est la dimension de C, et qu'on a trouvé une base de deux vecteurs non nuls, donc une famille libre ici, une famille libre ici, leur dimension à chacun d'eux est plus grande que 1. Si la dimension est plus grande que 1 et que la somme des dimensions fait 2, la dimension de ces deux espaces vectoriels, c'est 1. Donc là, on a clairement déterminé que les anti-invariants, c'est la droite vectorielle engendrée par Z2, et l'ensemble des invariants, c'est la droite vectorielle engendrée par Z1. Passons au dessin. Donc là, je vous rappelle que toutes ces propriétés-là, elles sont issues de la lecture de ceci sur les coordonnées. Donc là, on est en train d'exploiter sur la matrice des informations sur des coordonnées, des informations géométriques. Alors maintenant qu'on sait qu'on a affaire à une symétrie vectorielle, on va faire un dessin. On va voir que l'ensemble des vecteurs invariants, c'est l'espace vectoriel engendré par Z1. Z1, c'est le vecteur 1. Z1, c'est ce vecteur-là, c'est le vecteur
qui engendre l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des nombres réels. Je vous rappelle qu'on travaille dans le plan complexe. Le plan complexe, il est rapporté à I et I. Ensuite, l'ensemble des vecteurs anti-invariants, c'est qui? C'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur Z2, et le vecteur Z2, c'est 1 moins I. Alors 1 moins I, le vecteur Z2, c'est ce vecteur-là. Voilà le vecteur Z2, je représente ici, et qui dirige une droite vectorielle. Cette droite vectorielle, vous avez reconnu, c'est la seconde bisectrice. Donc là, vous avez l'espace vectoriel engendré par Z2, et ici, vous avez la droite vectorielle engendrée par Z1. Oh, putain, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? La droite vectorielle engendrée par Z1. Désolé pour cette interruption, je me suis fait attaquer sauvagement par une bête à elle. Une mouche, en l'occurrence. Alors, l'objectif est d'identifier f, ça on l'a déjà fait, et de calculer f de z à partir de z. Et f de z à partir de z, ça va être un jeu d'enfant. Il suffit de décomposer le vecteur z dans cette base. Donc, imaginons par exemple que je veuille calculer l'image du point d'affixe z qui est ici. Pour calculer l'image du point d'affixe z, qu'est-ce que je vais dire? Je vais décomposer f dans ces deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. Donc là, attention, il faut bien faire la projection parallèle. Et ici, bon, bah, c'est plus facile pour l'autre, puisque lui, il est à prendre sur l'axe réel. Donc, on vient de dire que le vecteur z qui est ici est égal à la somme de ce vecteur qui est là, que je vais appeler grand Z1, et du vecteur qui est ici, ce vecteur-là, que je vais appeler grand Z2. Donc, son image à f, comme j'ai décomposé z dans l'ensemble des vecteurs invariants anti-invariants, c'est f de z1 qui va donner z1 puisque z1 est invariant, plus f de z2 qui va devenir moins z2 puisque z2 est anti-invariant. Du coup, pour calculer l'image de mon vecteur, il suffit que je calcule moins z2. Alors, moins z2, c'est quelque chose qui est à peu près par là. Donc ça, c'est le moins grand z2. Et que je l'ajoute à z1 pour avoir l'image de la fonction f, l'image de z par la fonction f. Donc je calcule, voilà, j'additionne mes deux vecteurs, voilà, et j'obtiens f de z2. Donc on a une construction géométrique pour f de z2, voilà f de z. Donc on a affaire à une symétrie vectorielle, il s'agit de la symétrie par rapport à vecteur de z1 parallèlement à vecteur z, dans la direction parallèlement à vecteur de z2. Comment on fait pour chercher l'image d'un vecteur par cette transformation? Géométriquement, on décompose le vecteur sur les invariants et sur les anti-invariants, et quand on applique f comme f est linéaire, ça sera f de lui plus f de lui, mais sur les invariants, on reste invariant, sur les anti-invariants, on est transformé en un anti-invariant, et on obtient la construction géométrique. C'est assez chouette, vous voyez. Et ça permet de voir, encore une fois, que si une application est linéaire sur deux sous-espaces vectoriels supplémentaires, on n'a plus la main sur cette application, ou, autrement dit ici, puisqu'ils sont de dimension 1, si on connaît l'image d'une base, on n'a plus la main sur l'application, on est même capable de la construire géométriquement. Exercice numéro 15, étudie une application définie sur l'espace vectoriel R3 de X, et on fait une étude complète de cette application linéaire. Notamment, on va jusqu'à la recherche d'une base dans laquelle cette matrice est plus simple, puisqu'on obtient une matrice triangulaire supérieure stricte, dont ses coefficients sont soit des 0, soit des 1. Donc on fait vraiment une analyse géométrique de cette application linéaire pour obtenir un représentant le plus simple possible, sa matrice dans une bonne base, une base dans laquelle la matrice elle est spectaculairement simple. Alors pour la première question, j'ai déjà écrit des petites choses parce que ça c'est quelque chose que vous pouvez faire sans moi. Pour montrer que f est un endomorphisme de E, on doit déjà montrer que l'application f est linéaire, donc ça c'est ce que j'ai déjà fait. Pour ça, vous prenez deux scalaires et deux vecteurs de l'espace, c'est-à-dire deux polynômes de degré inférieur ou égaux à 3. On calcule l'image d'une combinaison linéaire, on montre que c'est la combinaison linéaire des images. Donc si j'applique la définition de f, j'obtiens ça. Si j'applique les opérations usuelles sur les polynômes, on obtient cette expression-là. Et en regroupant ce qui dépend de alpha
on récupère cette expression-là, et en regroupant ce qui dépend de bêta, on récupère cette expression-là. Donc vous récupérez directement que la fonction f est bien une fonction linéaire. Alors ensuite, pour démontrer que c'est un endomorphisme de E, plusieurs voies sont possibles, mais je vais respecter l'énoncé. L'énoncé me dit, dans la question d'après, de déterminer la matrice de f dans la base canonique. Or, maintenant, qu'est-ce que je sais? Comme f est une application linéaire de ce que l'on sait, c'est que l'image de f est entièrement déterminée par l'image d'une base. Donc l'image de cette base va probablement me permettre de pouvoir dire que cette application est bien à valeur dans E, d'une part, va permettre de savoir déjà ce qui se passe sur l'image, d'autre part, et va me permettre de calculer la matrice, d'autre part. Donc on va faire d'une pierre 3 coups, et peut-être 4 si on est malin. Donc tout passe par l'étude, par l'image des vecteurs de la base canonique, ce que je fais. Donc pour calculer f de 1, je compose le polynôme 1 avec x plus 1, ce qui revient à remplacer partout où j'ai grand X par x plus 1. C'est fait. Bon, je ne vous le fais pas pour l'autre, c'est moins 2, plus 1. Ah, tiens, on obtient que f de 1 est égal à 0, ce qui signifie que le vecteur 1 est un vecteur du noyau. On calcule maintenant f de x, donc on compose le polynôme x avec le polynôme x plus 1, on remplace partout où il y a grand X par x plus 1, moins 2 fois le polynôme lui-même, plus ce polynôme composé avec x moins 1, je remplace grand X par x moins 1. Et on récupère 0. Tiens, x est aussi dans le noyau de f. Tiens, on vient de débusquer deux vecteurs dans le noyau de f. Comme ils sont libres, ça signifie déjà que le noyau de f est de dimension supérieure ou égale à 2. Vous voyez, on se parle en même temps qu'on fait l'exor. Je calcule l'image du suivant. Donc là, vous avez compris l'histoire de la composition. On fait ça vraiment proprement. On récupère x carré plus 2x plus 1 moins 2x carré plus 2x, n'importe quoi, plus x carré moins 2x plus 1. Voilà, je dispose mes calculs vraiment n'importe comment. Bon, néanmoins, j'espère ne pas me tromper. Des x carrés, j'en ai 1 plus 1, 2, moins 2, j'en ai plus. Des x, j'en ai 2x moins 2x, j'en ai plus. Des coefficients constants, j'en ai 2. On calcule f de x cube. Alors on obtient x plus 1 au cube, x cube plus 3x carré plus 3x plus 1 par application de la formule du binôme, moins le polynôme x cube multiplié par 2, plus le développement de x moins 1 au cube. En réappliquant la formule du binôme, on va récupérer cette expression-là, qui est la même expression avec des alternances de signes. Les x cubes, j'en obtiens 2 ici, moins 2, j'en ai plus. Des x carrés, j'en ai 3, moins 3, j'en ai plus. Des x, j'en ai 6. Bonne année. Moins 1, plus 1, 0. Donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer ici? On vient de démontrer que l'image de f, c'est donc l'espace vectoriel engendré par 0, je ne le mets pas, 0, je ne le mets pas, 2, je le mets, 6x, je le mets. Donc ceci est bien inclus dans, clairement, R3 de x. Donc, première chose, première conclusion de ce calcul, déjà f est bien un endomorphisme de R3 de x, puisque c'est une application linéaire définie sur R3 de x, clairement à valeur dans R3 de x. Deuxième chose, la famille que je viens de récupérer ici pour l'image de f est une famille qui est clairement libre, puisqu'elle est formée de deux polynômes à degrés entiers et échelonnés. Elle est libre, donc, et elle est génératrice de l'image, c'est donc une base de l'image. Donc je récupère que 2, 6x est une base de l'image de f. Donc, on récupère que la dimension de l'image de f, c'est-à-dire le rang de f, est égal à 2. Et on a une base de cette image. Bon, on peut voir que cette base, on pourrait la simplifier et prendre un x, mais ça, j'y reviendrai. Du coup, la formule du rang me dit quoi? Me dit que la dimension de l'espace vectoriel de départ, c'est-à-dire la dimension de l'espace vectoriel R3 de x, est égale au rang de la fonction f, 2, plus la dimension du noyau de f, donc plus la dimension du noyau de f. La dimension de l'espace vectoriel R3 de x, c'est 4. 4 moins 2, ça donne 2.
On obtient donc que la dimension de Keref est égale à 2. Or, on vient de démontrer que 1x est une famille de vecteurs du noyau de f. Donc la famille 1x est une famille libre de Keref. Or, cette famille libre compte deux vecteurs dans un espace vectoriel de dimension 2. On obtient que 1x, c'est une base de Keref. On récupère donc quoi? On récupère donc que Keref est égal à imf est égal à R2 de x. Puisque là, je récupère directement la base canonique de R2 de x. Et là, ces deux polynômes sont dans R2 de x, R1 de x, pardon. Là, je récupère donc deux vecteurs libres de la famille R1. Donc, c'est un espace de dimension 2, inclus dans R1 de x qui est de dimension 2. Par inclusion à égalité des dimensions, l'image, c'est aussi R1 de x. Donc, vous avez vu que l'image des vecteurs de base nous a permis de déterminer que c'était un endomorphisme, de récupérer une base de l'image de f et de récupérer le noyau de f. Il nous reste encore la dernière information qui nous manque, la matrice. Ben, la matrice, c'est cadeau, puisque, étant donné qu'on a déterminé les images des vecteurs de base, ben, la matrice, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de mettre en colonne f de 1, f de x, f de x carré, f de x cube, tout ça décomposé dans 1x, x carré, x cube. On n'a plus qu'à écrire les coefficients avec les calculs qu'on a fait. Bah, l'image du premier vecteur, c'est 0, donc idem pour l'image du deuxième. On reconnaît bien là des polynômes qui sont dans le noyau. L'image de x carré, bah, c'est 2, donc ça va me faire 2, 0, 0, 0. Et l'image de x cube, c'est 6, donc ça va me donner 0, 6, 0, 0. Là, regardez a posteriori ce qu'on peut lire sur la matrice, c'est-à-dire si on avait calculé la matrice tout de suite, on voyait bien que les deux vecteurs qui étaient ici étaient des vecteurs du noyau, ce qui nous permettait effectivement de voir tout de suite que 1x était une famille libre de Ker f. On pouvait voir aussi, en regardant ce qui se passe sur les colonnes, qu'il n'y avait aucune coordonnée non nulle par rapport aux vecteurs x et x2, et donc que l'image de f n'avait pas de composante par rapport à ces vecteurs, et donc que l'image de f était bien incluse dans R1 de x, puisque les vecteurs de l'image ne sont que des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs-là. Donc on voit que les informations qu'on a livrées ici par le calcul se lisent directement sur la matrice, si on a la matrice. Alors maintenant qu'on a répondu aux deux premières questions et à la moitié de la troisième, il nous reste à trouver une base, montrer qu'il existe une base dans laquelle la matrice est plus simple, puisque le 2 qui est là et le 6 qui est là sont remplacés par 1. Donc on dit ce qu'on cherche. On cherche l'inconnu, c'est la base. Donc on cherche des vecteurs, alors je vais les appeler P0, P1, P2, P3, qui sont donc des vecteurs de R3 de x, tels que la matrice dans la base qui sera formée par ces vecteurs, je vais l'appeler P, cette famille, ce soit la matrice qui est indiquée dans l'énoncé. F de P0, F de P1, F de P2, F de P3. Ça doit être décomposé dans P0, P1, P2, P3. Alors, je veux, moi, ce que j'aimerais, c'est que la matrice, dans cette base, elle soit un tout petit peu plus simple que la matrice qu'on a écrite tout à l'heure. À la place d'avoir 2 6 ici, il me faut des 1. Alors, je vois déjà que le vecteur P0 et le vecteur P1, bah, il suffit de prendre des vecteurs a priori qui sont dans le noyau. Donc j'ai envie de dire, on va être conservateur. Pour P0, je vais essayer de prendre 1. Et pour 1, P de 1, je vais prendre X. Là, j'ai la garantie d'avoir que des 0. Du coup, ça va m'imposer quelque chose sur F de P2. Parce que moi, quelle équation j'aimerais voir vérifier F de P2? Moi, j'aimerais que F de P2, ce soit égal à P0. J'aimerais donc que F de P2 soit égal à P0. P0, je l'ai pris, est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme polynôme P2 pour que F de 0 soit égal à 1? Moi, je vais m'inspirer de ce que je connais déjà. Moi, ce que je sais, c'est que F de x carré, il est égal à 2. Donc, pour avoir ici 1, il suffit que je prenne 1 demi de f de x carré, qui est égal à 1. Et comme f est linéaire, je m'aperçois que f de x carré sur 2 va être égal à priori,
1. Donc qu'est-ce que je pourrais prendre comme polynôme P2? Je pourrais prendre x carré sur 2, qui a l'air de faire l'affaire. Ok, très bien. On calcule maintenant, on essaye de voir ce qu'on peut prendre pour P3. Pour P3, je cherche donc un polynôme tel que f de P3 va être égal à P1. Mais P1, je le connais maintenant, c'est x. Donc comment je pourrais trouver un tel vecteur? Là, je vais m'inspirer de ce que je connais aussi. Je sais que f de x3 va être égal à 6. Or, moi, j'aimerais 6x, pardon. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il soit égal à 6. Je multiplie cette relation par un sixième. J'obtiens x. Et comme f est linéaire, je peux rentrer le facteur 1 sixième dans f. Je propose ce polynôme-là. Alors, je refais les calculs. F de P0, ça donne bien ça. F de P1, ça donne ça. F de P2, bah, ça donne ici, il est où F de P2? Ça donne P0, puisque je me suis arrangé pour que ça marche. Et F de P3, ça va donner effectivement P1, puisque mon P1, c'est X. Donc, a priori, ça pourrait coller pour la matrice. Mais il faut encore que cette famille soit une base. Donc, la question, c'est est-ce que cette famille est une base de E? Point d'interrogation, j'en sais encore rien. Mais en tout cas, si c'est une base, la matrice, elle aura bien cette tête-là, ça colle. Mais c'est une base, puisque j'ai 4 vecteurs dans un espace de dimension 4, donc il suffit de démontrer que cette famille est libre. Or, cette famille, elle est échelonnée en degrés, donc elle est libre. On vient donc de trouver une base de l'espace vectoriel R3 de x, dans laquelle la matrice a cette tête-là. J'ajoute qu'elle n'est pas unique. J'ajoute qu'elle n'est pas unique. Si vous aviez pris ici le polynôme, par exemple 2, et ici le polynôme x carré, ça marchait. Si vous aviez pris le polynôme 6x et ici le polynôme x cube, ça marchait. Il n'y a clairement pas unicité à cette tête-là. Mais en tout cas, celle-là, on vient de certifier que ça fonctionne. Faites attention de bien respecter le code des matrices. L'exercice 17 est un exercice d'application directe du cours. Donc on vous donne deux applications, l'une de R3 dans R2, l'autre de R2 dans R3, et on nous demande de montrer qu'elles sont linéaires et déterminer les matrices dans les bases canoniques respectives de R3 à R2, R2, R3. Alors on sait qu'on peut faire les choses de front. Je vais tout de suite regarder quelle matrice est associée à cette application U, puisqu'ici c'est possible étant donné que les coordonnées sont des combinaisons linéaires des coordonnées de U, on peut voir le problème matriciellement. Donc la matrice, bon je ne vais pas l'appeler U parce que j'arrive pas à faire la différence entre mes U minuscules et U majuscules, ce qui est un problème. Donc je vais simplement dire, le nombre de colonnes c'est la dimension de l'espace vectoriel de départ, donc là a priori je vais avoir U de epsilon 1, U de epsilon 2, U de epsilon 3, et le nombre de lignes c'est la dimension de l'espace d'arrivée, ça se représente dans F1, F2, c'est comme ça que j'ai appelé la base canonique de R3, et comme ça que j'ai appelé la base canonique de R2. U de epsilon 1, c'est U de 1, 0. 1, 0, je remplace x par 1 et les autres par 0. Je vais donc récupérer comme coordonnée 1, 0. Ensuite, je remplace x par 0, y par 1, z par 0. Je vais récupérer moins 1, 1. Et enfin, je remplace x par 0, y par 0, z par 1. On récupère 0, 1. Pour vérifier, vous n'avez qu'à multiplier grand A par la matrice x, y, z. Et en faisant ce produit, vous devez récupérer les coordonnées qui sont ici, ce qui est bien le cas. Donc je peux dire que U est l'application linéaire définie sur R3 à valeur dans R2, canoniquement associée à grand A. Canoniquement associée à grand A. C'est son petit nom, associé à la matrice grand A. Si je fais de même pour V, donc je vais appeler B la matrice de V. Donc déjà, quel nombre de lignes, quel nombre de colonnes? Le nombre de colonnes, c'est la dimension de l'espace vectoriel de départ. La dimension, donc 2. Donc on va calculer V de F1, V de F2, puisque j'ai appelé F1, F2, les vecteurs de R2 formant la base canonique de R2. Et on va décomposer ça dans epsilon 1, il y a une boucle de trop, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Cherche l'image du vecteur 1, 0. Son image, c'est donc 1, 1, 1. Et l'image du vecteur 0, 1, c'est 1, 2, moins 1. Vous pouvez vérifier qu'en multipliant cette matrice-là par le vecteur xy, vous récupérez bien comme composante x plus y, x plus 2y, x moins y. Donc V
est l'application linéaire définie sur R2 à valeur dans R3, canoniquement associée à la matrice B. Donc les deux objets sont quelque part parfaitement associés les uns avec les autres. Alors on me demande ensuite la matrice de U rond V. Voilà, là on applique le cours. La matrice de l'application U rond V, alors respectivement dans la base de l'espace de départ de V, c'est-à-dire a priori la base F, à valeur dans la base d'arrivée de U, F. Ah bah donc je peux voir ça comme la matrice d'un endomorphisme au passage. Je peux voir ça comme la matrice de F de U rond V. Puisque U rond V, vous notez que c'est une application définie sur R2 à valeur dans R2, qui est linéaire. C'est donc un endomorphisme de R2. Et bien ça, je sais d'après le cours que c'est la matrice de U fois la matrice de V. Où U, je mets comme base au départ la base E ronde et à l'arrivée F. Et ici, comme base au départ, la base F et à l'arrivée E ronde. On retrouve la relation du cours. C'est-à-dire que pour obtenir la matrice qui est ici, il suffit de multiplier la matrice de U A et la matrice de V B. En toute logique, je devrais récupérer une matrice de taille 2,2, puisque ceci est associé à un endomorphisme de R2. Or, si vous posez le produit matriciel de la matrice A par la matrice B, ben vous allez bien récupérer une matrice de 2. Ben, pour preuve, on fait le produit matriciel. Donc là, on va, quand on dispose le produit matriciel correctement, s'apercevoir qu'effectivement, on va récupérer une matrice de 2. Pour ça, il n'y a pas de lézard. On effectue le produit matriciel. Donc on va récupérer 1, moins 1, 0, plus 0, 0. On va récupérer ici 1, moins 2, moins 1. Ici, on va récupérer 2. Ici, on va récupérer 2, moins 1, 1. Donc voilà la matrice de l'application U rond V. Donc U rond V a comme matrice dans la base canonique cette matrice-là. Alors du coup, j'en profite pour donner tout de suite l'expression analytique de U rond V. Donc U rond V, c'est une application qui est définie sur R2 à valeur dans R2, qui au couple XY va donc associer quoi? Il suffit que je regarde l'image du couple XY pour avoir ses coordonnées. Cette ligne multipliée par cette colonne me donne moins Y, cette ligne multipliée par cette colonne 2x plus Y. Donc c'est l'application qui possède cette expression analytique. Alors on peut faire évidemment, vous l'avez noté, le même boulot avec l'application matrice dans la base E ronde et E ronde, donc c'est un endomorphisme de U rond V. Ça, je sais par relation du cours que la matrice d'une composée, c'est le produit des matrices, dans l'ordre dans lequel on les compose. Donc là, ça va être la matrice de B dans la base FE, et là, la matrice de U dans la base EF. Donc en toute logique, ça, c'est un endomorphisme de R3, donc la matrice devrait être de taille 3,3. Effectivement, la matrice BA sera de taille 3,3. Pour connaître cette matrice, il faut poser le produit matriciel. On pose le produit matriciel du produit de la matrice B par la matrice A. Donc là, je vais récupérer 1, 1, 1, 1, 2, moins 1. Et là, je vais récupérer 1, 0, moins 1, 1, 0, 1. Donc là, je vais récupérer comme coordonnée 1, ici comme coordonnée 0, 1. Ici comme coordonnée 1, ici comme coordonnée 1, ici comme coordonnée 2. Et enfin, la dernière, 1, là je vais récupérer moins 2, et la petite dernière, moins 1 si je ne dis pas de bêtises. Donc on récupère que la matrice BA, c'est la matrice 1, 1, 1, 0, 1, moins 2, 1, 2, moins 1. Si je veux maintenant l'expression analytique de l'application V rond U, donc V rond U, c'est une application qui est définie sur R3 à valeur dans R3. Si je veux l'image d'un triplet XYZ par cette application, eh bien, il suffit que je multiplie cette matrice par le triplet XYZ pour obtenir X plus Z, virgule, X plus Y plus 2Z, virgule, X moins 2Y moins Z. Voilà l'expression analytique de V rond U. Donc on voit vraiment que les liens entre matrice et application linéaire sont très faciles à associer.
L'exercice numéro 21 est un exercice identique au précédent. Ce qui change, c'est la nature de l'espace vectoriel dans lequel on va se placer, puisqu'on travaille dans M2R. Donc pour montrer que cette application f est linéaire, là je vais invoquer le cours. On avait montré que l'application qui est multiplication par une matrice à gauche est une application linéaire, et on avait démontré que la multiplication par une matrice à droite est une application linéaire. Donc f est a priori linéaire, après le cours, comme somme de ces deux, alors somme ou différence, hein, comme combinaison linéaire de ces deux endomorphismes de M2R. Combinaison linéaire de phi et psi, c'est les deux applications que je viens de définir ici. Donc il est déjà clair qu'on a affaire à un endomorphisme de M2R. Alors maintenant, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on détermine la matrice dans la base canonique de M2R de F. Donc là, il faut regarder ce qu'il s'agit de faire. Donc déjà, quelle est la taille de cette matrice? Cette matrice, le nombre de colonnes, c'est la dimension de l'espace vectoriel de départ. Donc c'est la dimension de M2R. Il y a donc 4 colonnes, et la dimension de l'espace d'arrivée, c'est 4, puisqu'il s'agit d'un endomorphisme. Qu'est-ce que c'est que la base canonique de M2R? Là, il suffit de regarder le cours sur les matrices, le cours sur la dimension finie, puisqu'on en a reparlé systématiquement à chaque fois. C'est la base qui est formée par les matrices élémentaires, c'est-à-dire des matrices qui ont des zéros partout, sauf une composante qui est égale à 1. Donc ce que je dois faire, c'est calculer donc f de E11, f de E12, f de E21, f de E22, et que je vais décomposer dans E11, E12, E21, E22. Vraiment, là, j'applique la définition, vous avez vu, au pied de la lettre. Alors, pour faire ça, je ne vais pas faire 8 produits matriciels, parce qu'il faudrait faire 2 produits matriciels pour chaque image de vecteur de base. Pour faire ça, je vais me donner une matrice que je vais appeler A, B, C, D. Et je vais calculer l'image de f par cette matrice pour minimiser les calculs que j'ai à faire. Donc là, en fait, j'ai simplement 2 produits matriciels à effectuer. Le produit AM, donc la matrice A, c'est 1, 1, 0, 1 multiplié par A, B, C, D. Donc là, je vais récupérer A plus C ici, B plus D, puis C, puis D. Et je fais l'autre produit dans l'autre sens. Je sais que je vais récupérer un résultat a priori différent, puisque le produit matriciel n'est pas commutatif. En effet, tout calcul fait, on va récupérer ça. Ce qui me permet de dire que f de m, l'image de cette matrice-là, c'est simplement la différence entre AM et MA, c'est donc la différence entre ces deux matrices. Donc quand je fais A plus C moins A, je récupère C. Quand je fais B plus D moins A plus B, je vais juste récupérer donc D moins A. Ici, je récupère 0. Et ici, on récupère moins C. Voilà l'image de M que je récupère. Alors, ça y est, les calculs sont terminés, puisque maintenant, si je calcule l'image de E11, l'image de E11, pour l'avoir, il suffit que je remplace A par 1 et les autres par 0. Donc ça va me donner quelle matrice? Ça va me donner la matrice 0, 0, moins 1, 0. Cette matrice-là, je dois la décomposer dans cette famille. Alors, on s'aperçoit que c'est juste moins E, 1, 2, puisque le seul coefficient que j'obtiens, c'est un moins qui est ici. Donc ma matrice, elle va avoir déjà une première colonne qui va être égale à 0, moins 1, 0, 0. Voilà pour la première. Pour la deuxième, l'image du vecteur E1, 2. Pour le calculer, il suffit que je remplace B par 1 et les autres par 0. J'obtiens 0. Donc ça veut dire que la matrice E1, 2 est dans le noyau de l'application F. Ce qui signifie déjà que le noyau est de dimension supérieure ou égale à 1, puisqu'il contient déjà un vecteur non nul. On continue avec f de E de 1. Donc là, je remplace E de 1, il est là, C par 1, les autres par 0. Je récupère donc 0, 0 n'importe quoi, 1, 0, 0, moins 1. Donc je récupère E1, 1, moins E2, 2. Donc je vais récupérer 1, 0, 0, moins 1.
Et on n'a plus qu'à calculer l'image du petit dernier, l'image de E de 2, que j'obtiens en remplaçant D par 1 et les autres coefficients par 0. J'obtiens la même matrice qui est là, opposée. Ouh, ça va me donner un autre vecteur dans le noyau, ça. Voilà la colonne associée. De cette matrice, je dois déduire une base du noyau et une base de l'image. Déjà, je m'aperçois que l'image de f, je peux la calculer efficacement en regardant l'image des vecteurs de base et en nettoyant ce qui doit l'être. Alors, ce vecteur-là, je l'ai déjà ici, donc ce n'est pas la peine de l'écrire deux fois. Je vais dire c'est l'espace vectoriel engendré par lui, ben, il sera écrit là. 0, je ne l'écris pas, il ne sert à rien, il n'engendre rien. Donc j'obtiens que mon image de f, c'est l'espace vectoriel engendré par ces deux matrices-là. Ou si vous voulez écrire les matrices explicitement, c'est l'espace vectoriel engendré par cette matrice et par cette matrice. Voilà ce que je viens de démontrer. Ces deux matrices-là sont non proportionnelles, donc forment une famille libre. Libre est génératrice, puisque par définition elle est génératrice de l'image. On obtient donc que cette famille-là, c'est une base de l'image. Vous récupérez au passage que le rang de f est égal à 2. Par la formule du rang, on récupère que la dimension du noyau de f, c'est la dimension de M2 de R, 4 moins le rang de F2, c'est 2. Donc, pour obtenir une base du noyau, il suffit que j'arrive à obtenir une famille soit génératrice à deux vecteurs, soit libre à deux vecteurs. Mais libre, ça me semble possible. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai la matrice E12 qui appartient au noyau. Celle-là, elle provient de là. Là, on avait remarqué qu'il y avait une simplification sur les vecteurs de l'image. Je vous ai dit que cette simplification, en général, elle s'apparentait à la détection d'un vecteur dans le noyau. Bon, bah détectons. Eh oui, si je calcule la somme, là, je vais récupérer que f de E11 plus E de 2 est égal à 0, puisque ces deux vecteurs s'annulent. Mais f de E11 plus f de E12, c'est f de E11 plus E de 2. Donc on vient de montrer que le vecteur E11 plus E de 2 est aussi un vecteur qui est dans le noyau de f. On vient donc de trouver deux vecteurs dans le noyau de f. Or ces deux vecteurs-là, ils forment une famille libre. Donc j'ai trouvé une famille libre à deux vecteurs dans un espace de dimension 2. C'est une base. Sans calcul, quasiment. On a trouvé une base du noyau, une base de l'image. Au passage, on vient de démontrer quoi? Le noyau de f, c'est le commutant de A. Puisque vous êtes dans le noyau de f, c'est seulement si vous commutez avec A. Donc on voit que cette matrice donne directement une base du commutant de A, qui est la base E12, I2, puisque vous reconstituez E11 plus E de 2, E11 plus E de 2, c'est la matrice identité. Donc on obtient que les matrices qui commutent avec A sont les matrices qui sont combinaisons linéaires de ces deux matrices-là. No comment. Décryptons ce qui se trouve dans l'exercice 25, où on nous donne un R espace vectoriel de dimension 4, puisqu'on vous donne une base E1, E2, E3, E4 de B. On donne une matrice dans M4 de R, puisque cette matrice c'est une matrice 4-4, et on vous dit, on appelle à l'application l'endomorphisme de E qui est associé à la matrice A. Alors là, vous avez remarqué qu'il y a un mot qui a disparu de la scène. Vous avez vu? Non? Ils n'ont pas vu. C'est pas vrai. Quel mot a disparu de la scène? Le mot canonique. Pourquoi le mot canonique il disparaît? Puisqu'ici, E, c'est un espace de dimension 4. Donc E, ici, c'est un K ou un R ou un K espace vectoriel de dimension 4. C'est un espace abstrait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que ce soit R4, il n'y a aucune raison que ce soit K4. C'est juste un espace vectoriel de dimension 4. Et B, c'est une base de E. Donc là, on est dans un cadre abstrait. On ne travaillera pas avec des bases canoniques, parce qu'il n'y a pas de base canonique ici, on travaille dans un espace abstrait. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que A, c'est la matrice dans la base B d'une application petit a. Alors, est-ce que ça existe? Bien sûr que ça existe, puisqu'on a vu que l'application matrice dans la base B, elle définit un isomorphisme entre L de E et M4 de K. Comme cette matrice, c'est une matrice à coefficient réel, donc là je peux dire K égale R,
Donc là, je peux dire que K est égal à R. Comme cette matrice est à coefficient réel, je sais bien qu'à une matrice 4, 4, je peux associer de manière unique un endomorphisme de E, dont A est la matrice dans la base B. Donc là, c'est le cours qui m'affirme que cette ligne que je suis en train de donner, elle est parfaitement en adéquation avec le fait que cette application-là est un isomorphisme. Donc là, si on se pose la question de savoir si ça existe, si ça c'est bien défini, eh bien la réponse est oui, et oui parce que c'est le cours. Alors on nous dit à partir de là de déterminer une base du noyau de A et une base de l'image de A. Alors pour ça, évidemment, on va s'aider de la seule chose que l'on a, c'est la matrice. Alors pour m'aider proprement de cette matrice, évidemment, je vais faire ce que je fais dans cette situation, je vais mettre la légende. La légende, c'est de bien représenter ce que signifient les colonnes de cette matrice. Donc les colonnes de cette matrice, elles représentent quoi? Je le sais, l'image des vecteurs de base. Donc les vecteurs de la base s'appellent E1, E2, E3, E4. Je rappelle qu'ils n'ont absolument rien à voir avec la base canonique, parce que dans E, il n'y en a pas. C'est un espace abstrait, je le répète. Hein. On n'est pas du tout dans la même situation quand on travaille dans R2, R3, R4. Et je vais essayer de puiser les informations qui sont nécessaires au calcul de l'image et du noyau. Je vais commencer, ça ne va pas vous surprendre, je pense, par l'image. Puisque l'image, le cours me dit qu'elle est entièrement déterminée par l'image d'une base. Elle est entièrement déterminée par l'image d'une base. Est-ce que j'ai dit qu'elle était entièrement déterminée par l'image d'une base? Elle est entièrement déterminée par l'image d'une base. Alors attention, les vecteurs qui sont là, je n'ai pas le droit de les représenter par des quadruplets. Le vecteur A de E1, ce n'est pas le quadruplet 0, moins 1, 0, 0. Ceci, c'est les coordonnées de ce vecteur dans cette base, qui n'est pas canonique, qui n'est pas la base canonique de R4. C'est pas très grave, puisque je vais pouvoir dire que le vecteur qui est là, c'est le vecteur moins 1. Le vecteur qui est, n'importe quoi, moins E2. Le vecteur qui est là, ça va être A de E2, c'est le vecteur 2, E1. Le vecteur E3, c'est le vecteur nul de E. Le vecteur A de E4, c'est le vecteur 2, E2, moins 2, 3. Donc on va un petit peu simplifier cette famille. Ben, que j'ai comme vecteur générateur E2 ou moins E2, c'est pareil. Que j'ai comme vecteur générateur E1 ou 2E1, c'est pareil. Puisque ce vecteur-là s'écrit comme combinaison linéaire de ceux-là, et ce vecteur-là s'écrit comme combinaison linéaire de ceux-là. Le vecteur nul, je peux l'éliminer. Et là, j'ai le vecteur 2E2 moins 2E3. Alors, qu'est-ce que je peux dire de cette famille à l'évidence? À l'évidence, cette famille est libre. Bon, il suffit de l'écrire. Je l'écris. Si je prends une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs, si je prends une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs, et que j'écris ça dans une base, dans la base E1, E2, etc., donc je décompose les vecteurs, je regarde la coordonnée par rapport à E1, elle vaut bêta, et elle est nulle puisque la famille E1, E2, E3 est nulle. Je regarde la coordonnée par rapport à E2, c'est alpha plus 2 gamma, elle est nulle puisque la famille E2, E1, E2, E3 est une famille libre. Donc, je peux identifier les coordonnées, et la composante par rapport à E3 est nulle également. J'obtiens donc que bêta est nul, ça je le savais déjà, que gamma est nul, ça c'est directement lié à ça, et que alpha est nul. Donc la famille qui est là est bien une famille libre. Moralité, qui est une base? Je vais l'appeler B1 de l'image. Une base B1 de l'image, une base possible, c'est E2, E1, 2E2, moins 3, moins 2, décidément j'y tiens, E3. Voilà une base de l'image. Bon, on verra qu'on peut en choisir d'autres. Du coup, ça veut dire que le rang de A est égal à 3. Donc, le noyau est nécessairement de dimension 1, puisque je sais que la somme du rang et de la dimension du noyau, ça fait la dimension de l'espace vectoriel de départ, qui vaut 4, puisqu'il y a 4 colonnes. Or, on vient de trouver un vecteur ici, directement dans le noyau, le vecteur E3. Donc, je peux dire que le vecteur E3 appartient au noyau de A.
mais la conjonction de dimension du noyau de A est égale à 1 et de E3 appartient au noyau de A, ça me permet de dire que j'ai une famille libre avec un vecteur dans un espace de dimension 1, ah bah donc c'est une base. Moralité, on a trouvé plutôt rapidement une base B1 de l'image, et on a trouvé une base du noyau en prenant le vecteur E3. Je voulais simplement vous signaler qu'on peut aller un petit peu plus loin quand même dans le calcul d'une famille génératrice. Je suppose que c'est une question que vous m'auriez posée, en disant on sait qu'on définit le même système générateur en remplaçant un des vecteurs par une combinaison linéaire des autres. Donc le vecteur qui est là, je peux l'éliminer avec le vecteur là. Donc je vais remplacer le dernier vecteur par ce vecteur moins 2 fois celui-ci. Et regardez la famille génératrice que j'obtiens. J'obtiens E2, E1 et moins 2 E3. Oh cool, parce que je sais que je peux aussi multiplier par un vecteur par un scalaire non nul, moins 1,5 par exemple. Et je conserve la famille génératrice. Bon, puis dans la famille génératrice, l'ordre des vecteurs n'a pas d'importance. Donc ce qu'on aurait pu prendre comme autre base possible pour l'image, on aurait pu prendre comme autre base possible pour l'image la famille B2 qui est formée par E1, E2, E3. Alors attention, j'insiste bien, on est dans un espace abstrait. Ça, c'est pas le vecteur 1 et puis que des zéros, hein, ça n'a rien à voir. On est dans un espace vectoriel E abstrait qui peut être un ensemble de matrices, un ensemble de polynômes, un ensemble de fonctions. Donc faites très attention aux mots qui sont employés dans l'énoncé. Là, le mot canonique n'est prononcé nulle part. Fin de la séance. Merci.